Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, bien sûr, Criette, a donné un point de presse dans la matinée de ce jeudi et pour cause l'interpellation de Rekiat Madougou ce mercredi. Nous en parlerons dans ce journal. Les cadres de la commission numéro 2 du Conseil économique et social CES ont entamé une tournée dans le domaine de l'agrobusiness. Vous en saurez davantage dans cette édition. Une visite historique pour la première fois dans l'histoire. Un pape se rend en Irak. Il doit atterrir demain à Bagdad pour aller à la rencontre des minorités chrétiennes du pays. C'est tout pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par le point de presse donné ce jeudi par Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, suite à l'interpellation dans la soirée du mercredi 3 mars de Rekiat Madougou du Parti Les Démocrates. Dans son intervention, le procureur spécial de la Criette est revenu sur les raisons de cette interpellation. Suivons ici Mario Metonou. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekiat Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos, et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre Code pénal.
La Cour constitutionnelle totalement rénovée a été inaugurée ce jeudi, occasion pour le président de l'institution de dire sa gratitude au président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, l'hôte de marque de cette cérémonie symbolique d'inauguration. Joseph Diogbenou a également salué toutes les structures qui se sont impliquées en un délai court dans la rénovation de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence le ministère du cadre de vie, une nouvelle construction qui confère aux travailleurs un cadre plus agréable et bien sûr plus adéquat. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour l'année 2021, les cadres de la commission numéro 2 du Conseil économique et social CES ont entamé une tournée dans le domaine de l'agro-business. Objectif, échanger avec les acteurs du terrain dans le but de faire des recommandations au pouvoir public. Compte rendu, Kano François Ngberenito et Fiacre Voitan. Cadre du plan d'action du Conseil économique et social pour l'année 2021, la commission numéro 2 de l'institution a pensé poser des actions dans le domaine de l'agrobusiness afin de relever les enjeux et perspectives. Un sujet d'autosaisine qui fait l'objet d'une étude en 2 volets. Ce sujet d'autosaisine qui est confié à la commission numéro 2 fait l'objet depuis déjà quelques moments d'études en 2 volets, une étude où nous avons pu, on a eu à recevoir, n'est-ce pas, des personnalités, des cadres, n'est-ce pas, des ministères, et pour les auditionner sur la question. Et une deuxième phase que nous avons entreprise depuis déjà le lundi passé, qui consiste à la visite de terrain, où nous sommes en train d'aller vers les acteurs du secteur de l'agrobusiness, pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir collecter les informations nécessaires afin, n'est-ce pas, d'étudier ce sujet et faire des recommandations au pouvoir public. Une tournée qui a permis au cadre de sillonner différentes fermes de plusieurs localités, à savoir Adjoun, Agbaïzon, Lokossa, Alada, avant d'échouer à Sékou dans la ferme d'un des conseillers du CES. Une tournée qui, pour eux, a été très édifiante. Notre tournée a été très édifiante, puisqu'elle nous a permis réellement d'aller en contact avec les acteurs de terrain, de pouvoir discuter avec ces acteurs pour voir tous les enjeux qui sont liés à la promotion de l'agrobusiness. Nous avons bien fait de choisir ce sujet sur la promotion de l'agrobusiness parce que, en réalité, vous savez, on ne peut pas parler de développement dans notre pays en oubliant l'agriculture. Il y a des enjeux importants, il y a des problèmes réels au niveau, n'est-ce pas, de la formation, mais aussi au niveau, n'est-ce pas, de l'installation, n'est-ce pas, de ces jeunes. Et que ce soit des problèmes de financement, que ce soit, n'est-ce pas, des problèmes de marché qui sont des problèmes importants. Évidemment, ces éléments sont des éléments importants sur lesquels nous devons attirer l'attention des gouvernants pour pouvoir aller vers une promotion de l'agrobusiness dans notre pays. Les cadres de la commission numéro 2 du Conseil économique et social entendent jouer leur rôle de conseiller après une étude des données collectées sur le terrain afin de formuler des recommandations à qui de droit. Parlons à présent du Conseil des ministres. Dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 11 avril 2021, le gouvernement suspend l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. L'objectif est de permettre aux candidats de tenir de grands regroupements pour convaincre les électeurs dans tous les départements et communes du pays. Suivons un extrait du point fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Au titre des mesures normatives, fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. La dite campagne est prévue pour se dérouler du 11 mars au 31 octobre 2021 sur la base d'un prix plancher d'achat des noix de cajou aux producteurs dont le montant est de 300 francs CFA le kilogramme. Les ministres qui en ont la charge sont instruits à l'effet de veiller à son bon déroulement et d'éviter les sorties frauduleuses de noix du territoire national. Ils s'assureront par ailleurs du respect des opérations post-récolte aux fins de préserver la qualité des produits. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets relatifs à la modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole et
la nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le plan de riposte contre la pandémie adopté par notre pays allie les dispositions mises en œuvre pour en limiter la propagation, la prise en charge des cas positifs, de même que des mesures de résilience et de continuité des activités sociales, sportives, économiques et politiques. Tenant compte du contexte actuel de la pandémie qui affiche une hausse générale des cas, en particulier des cas graves et des décès, mais également de ce que l'élection présidentielle est un événement majeur dans la vie politique d'une nation, il y a lieu de réaménager les mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. En effet, pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire national et les candidats doivent, à l'évidence, s'employer à convaincre les électeurs dans tous les départements et communes. À cet effet, les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Les candidats à la dite élection sont donc invités à faire respecter ces mesures sous leur responsabilité à l'occasion des rassemblements qu'ils organisent. Ce lundi 1er mars 2021, Sébastien Adjavon a été condamné dans une nouvelle affaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Profitant du point de presse du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement est revenu sur ce dossier dont les faits remontent à la période 2009-2010. Suivant le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. La condamnation intervenue solde un dossier dont les faits ont été publiés par toutes les parties prenantes depuis de nombreuses années, des faits dont la constance n'est contestée par personne puisqu'il est reproché à notre compatriote d'avoir obtenu pour une part et tenté d'obtenir pour une autre part des remboursements de TVA sur des exportations qui se sont avérées fictives, voire illégales, pour tenir compte des accords et du protocole du mémorandum de Badagry qui interdit toute exportation vers le Nigeria. Or, qu'il vous souvienne que la plainte de l'administration à l'époque, c'était que ces exportations seraient intervenues et auraient fondé donc des remboursements de TVA. Sur ces faits constants qui ont fait l'objet de dénonciation, la juridiction compétente, après analyse des dossiers, a estimé devoir prononcer les condamnations dont vous avez connaissance. Il est évidemment loisible aux partis qui estiment qu'une telle décision serait contraire à la loi d'user des voies de droit, c'est-à-dire des voies de recours qui sont dorénavant disponibles devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'administration du président Talon est venue trouver un dossier qui causait les remboursements opérés au profit de notre compatriote sur la base d'un protocole d'accord homologué par le tribunal de première instance de Cotonou. Il n'y avait aucune raison de remettre en doute cette convention homologuée par le tribunal jusqu'à ce que l'on obtienne des informations sur l'altération des documents, le caractère fictif des documents qui ont servi de base et de fondement à l'accord intervenu. Là-dessus, l'administration du président Talon avait l'obligation d'entreprendre les investigations qui se sont imposées, lesquelles ont démontré et confirmé la fictivité de l'opération et l'altération des documents qui sont carrément considérés comme des faux. Sur la base de ces éléments, on aurait commis une faute en ne dénonçant pas les faits et en ne rétablissant pas la réalité des faits et donc la remise en cause de l'accord intervenu. C'est dans ces circonstances et dans ces conditions que les juridictions compétentes ont été saisies et n'ont pu que constater la réalité de la fictivité de ces documents, ce qui a permis d'asseoir les condamnations intervenues. À la différence de ces animateurs qui cherchent à semer la confusion, parce que la confusion est à leur niveau,
Nous sommes compartimentés dans nos rôles. La campagne qui s'annonce et la candidature déclarée du président de la République ne l'empêche pas d'assumer son rôle de président de la République et de continuer à gouverner le Bénin, qui continue, puisque on dit que le service public, c'est une continuité. De la même manière, je me tiens devant vous en ma qualité de ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, qui rend compte. Donc, il n'y a aucun risque de confusion dans un esprit cartésien et rationnel comme le. En interactualité, près de 2000 morts rien qu'en une seule journée ce mercredi au Brésil. Le système de santé de plusieurs États fédérés sont au bord de l'effondrement. Alors, pour contenir la propagation, les gouverneurs ont instauré des couvre-feux et fermé les commerces non essentiels. Suivez. Triste record s'enchaîne au Brésil. Le nombre de victimes liées au Covid-19 explose. Ce mercredi, le pays enregistre 1900 décès. Il compte donc fortement sur la vaccination afin de faire reculer le virus. Même si la campagne connaît des soucis d'approvisionnement, le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi l'arrivée de nouvelles doses de 2 vaccins d'ici fin mai. Aujourd'hui est un jour difficile pour tous les Brésiliens. Nous sommes arrivés à un moment grave de la pandémie. Les variants du coronavirus nous frappent violemment. Nous avons pris des dispositions avec Pfizer et Johnson & Johnson pour recevoir 138 millions de doses de vaccins supplémentaires d'ici mai, afin de vacciner notre population dans le cadre du programme national d'immunisation. Jusqu'ici, seulement 3,8% de la population a reçu une première dose et la pandémie ne régresse pas. De plus en plus d'hôpitaux dans différents États sont saturés. Ils sont contraints de placer des patients à l'extérieur en raison du manque de place, mais également de louer des conteneurs réfrigérés car les morgues sont submergées par le nombre de victimes. Le gouverneur de Sao Paulo pointe du doigt la mauvaise gestion de cette crise par le président Jair Bolsonaro. L'État est désormais classé en phase rouge avec 70% des lits de réanimation occupés. Nous allons faire face aux 2 pires semaines de la pandémie depuis le premier cas de Covid-19 au Brésil. C'est la triste réalité d'un pays qui est gouverné par un négationniste de la gravité du virus. Un pays qui n'a pas de ministère de la Santé, un pays qui n'a pas de coordination de la santé publique, qui est dans la pire crise sanitaire et dans la pire crise sanitaire des 100 dernières années. Cette situation critique a poussé plusieurs États du pays à durcir les restrictions. Les gouverneurs instaurent des couvre-feux et ferment les commerces non essentiels. Des décisions critiquées par le président Jair Bolsonaro. Et aux États-Unis, Joe Biden est furieux après la levée des restrictions sanitaires au Texas. Oui, hier, le gouverneur du Texas a dit... En Europe, le variant britannique continue également de contaminer de plus en plus de gens. Une Europe qui met en place des mesures différentes selon les pays. Suivez. Niveau de restrictions, situation économique, pression hospitalière. 3 paramètres décisifs qui varient d'un pays à l'autre en Europe. À Bologne, en Italie, de plus en plus de jeunes sont touchés par des formes graves du Covid. Avec des chiffres en hausse, la ville pourrait rapidement entrer en zone rouge. Un contexte sanitaire qui inquiète les professionnels de santé. Ce qui a changé dans cette population de patients, c'est qu'il y a beaucoup plus de patients relativement jeunes atteints de maladies graves. Une courbe des contaminations bien différente de celle de l'Allemagne, qui reste sur des chiffres en recul par rapport aux précédentes semaines. La chancelière a même ouvert la porte à un déconfinement progressif dans le pays. À 7 mois des élections législatives, Angela Merkel doit faire face aux critiques qui proviennent parfois de son propre gouvernement. La dirigeante a fini par envisager la réouverture des établissements considérés non essentiels. Si le taux d'incidence du virus reste stable ou diminue pendant 14 jours, nous pourrons passer à l'étape suivante, au plus tôt le 22 mars. Elle concernera la restauration en plein air sur réservation préalable, avec un taux d'incidence de plus de 50, et sans réservation avec un taux en dessous de la barre des 50. Elle concernera également les théâtres, les salles de concert et opéras et les cinémas, dont l'entrée sera permise grâce à des tests rapides. En Espagne, c'est la courbe du chômage qui inquiète et une insécurité alimentaire grandissante. Dans le pays, le nombre de chômeurs a dépassé les 4 millions en février. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 2013 d'après le ministère du Travail. La faillite de nombreuses entreprises entraîne une hausse de la pauvreté. La distribution de nourriture provoque des files d'attente interminables. Les autorités ne peuvent que constater les dégâts collatéraux de la pandémie.
Ce ne sont évidemment pas de bons chiffres, comme vous avez pu le constater. Ils sont principalement le résultat de l'intensité de cette troisième vague. Face à une situation différente d'un pays à l'autre, l'Europe tente tout de même de s'organiser pour limiter les dégâts. Ce lundi, la Commission européenne a annoncé sa volonté de mettre en place un passeport Covid pour faciliter les déplacements à travers le continent. Une visite historique pour la première fois dans l'histoire. Un pape se rend en Irak. Il doit atterrir demain à Bagdad pour aller à la rencontre des minorités chrétiennes du pays, mais aussi pour renforcer les relations avec les autorités locales. Reportage. Dernier préparatif avant l'arrivée du souverain pontife en Irak. À l'occasion de cette visite historique, les blasons aux couleurs du Vatican sont hissés en haut des poteaux électriques. Certaines routes du pays refaites à neuf n'ont quant à elles jamais été aussi reluisantes. Ici, Irakiens, musulmans comme chrétiens attendent avec impatience cet événement. C'est une visite historique. On parle d'un chef religieux suivi par 20% de la population mondiale. Sa venue veut dire beaucoup. Sa rencontre avec le grand ayatollah Ali al-Sistani aura un effet énorme. Je demande au pape François d'apporter la sécurité et la paix afin qu'il n'y ait plus de différence entre les musulmans, les chrétiens ou toute autre confession. Nous espérons qu'il y aura la paix et la sécurité. Nous sommes heureux que le pape visite la ville de Mossoul. Une visite qui relève d'un véritable casse-tête logistique dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. En 3 jours, le pape François va parcourir plus de 1400 km par les airs pour se rendre dans des sites emblématiques du pays. Ce qui implique le survol de certaines zones où se terrent encore des djihadistes du groupe État islamique. Un défi auquel s'ajoutent les tensions entre les deux puissances agissant en Irak, l'Iran et les États-Unis. Ce mercredi, une dizaine de roquettes se sont abattues sur une base américaine dans l'ouest du pays, mais pas de quoi bouleverser l'agenda du Vatican. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, à qui on avait interdit de s'y rendre. On ne peut pas décevoir un peuple une deuxième fois. Prions pour que ce voyage soit un succès. L'Irak, qui doit faire face à des restrictions sanitaires adoptées pour endiguer la propagation du coronavirus. Même si le pape et les responsables ecclésiastiques ont pu être vaccinés, seul un très faible nombre d'Irakiens ont reçu une dose de sérum. Le nombre de places pour les messes sera donc limité. Un confinement sera également décrété durant toute la visite papale. Le souverain pontife, qui sera quant à lui privé de ses bains de foule rituels. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.